Oui, ah oui, il y en a. Oui, autant l'acheter en papier. Mais oui, mais c'est ça. Non, c'est ça. non, c'est plus facile parce que tu l'analyses secondes. C'est ça. Et à côté, moi, si je peux m'acheter 5 livres à 4 livres, moi ils sont en anglais, mais moi c'est pas parce que je veux lire en anglais, mais j'aimerais bien lire en français. Quoi. Et je comprends pas cette différence de prix. Je vois pas de différence. Alors, juste deux choses. D'abord, on a une grande chance. Enfin, je trouve que nous avons une grande chance sur les histoires de prix, c'est que les grands groupes sont plutôt à la ramasse. Donc on a tendance à mettre des livres plutôt chers, et il y a certains groupes qui, alors pour des raisons différentes, mais globalement, moi j'ai discuté avec des grands groupes qui disent globalement, nous on essaye de le mettre le plus cher possible pour pas trop concurrencer les libraires. Voilà, ce qui arrive à certaines aberrations, on a parfois parce qu'on a fait une petite étude il n'y a pas longtemps, vous prenez un bouquin pocket en poche et le numérique est 140% plus cher que le livre papier. Mais moi je trouve ça super, voilà, parce que du coup nous ça nous laisse de la marge. Donc au contraire, qu'il continue, surtout qu'il continue. Sur le piratage, j'ai un exemple qui était assez rigolo, c'est qu'on a trouvé, c'est Roland Wagner qui m'a envoyé un mail en disant un jour, tiens t'as vu, il y a sur un forum un mec qui a dit bah voilà, je viens d'acheter celui qui va avec Ebook et je suis en train justement de le pirater, donnez-moi des conseils. Donc il y a eu toute une discussion sur le forum, tout ça, c'était assez drôle. Donc partant de là, il n'y avait que deux positions possibles. Soit on venait jouer les censeurs en disant c'est pas cool parce que tu spolies le pauvre petit éditeur et le pauvre auteur, etc. Et alors du coup, on n'a pas joué ça du tout, on s'est inscrit, et puis le jour où le livre a été disponible numérique, on a fait coucou, c'est cool, bravo, ça nous a bien amusé, mais enfin du coup, il est à 2 €. Alors vous pouvez vous embêter, mais il est à 2 €. Et on a eu un dialogue qui était vachement intéressant, parce que eux nous disaient, nous on est plutôt des pirates du livre, mais ça fait plaisir de voir des éditeurs qui font du livre numérique pas cher, quoi. On a dû récupérer quelques commandes comme ça, et puis nous, on ne se les a pas mis à dos, c'est des lecteurs qui sont finalement des lecteurs potentiels. Donc si on veut lutter contre le piratage, c'est sûr que c'est pas avec les DRM. Enfin, on a une industrie musicale qui s'est quand même bien plantée. Si on est intelligent, on va peut-être essayer de ne pas faire la même chose. On a fait très exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a contacté les sites de pirates en disant ça y est, on a une offre numérique légale, et la réponse a été la même. Enfin, 50% de ces sites ont retiré les titres de leur site, et en plus on se dit ah putain c'est vous Brajlon, c'est vous Mileti, génial, on adore ce que vous faites, etc. Donc non seulement c'est plus que des lecteurs potentiels, c'est déjà des fans, parce que sinon ils n'auraient pas acheté le bouquin de Roland. Donc en effet il faut pas les attaquer de front. La question du prix, elle est là encore liée à ce qu'on a le droit de faire. Je suis éditeur, c'est mon métier, donc ça va avec, c'est qu'il y a des ayants droit qui nous interdisent qui limitent la baisse de prix qu'on peut effectuer sur un livre numérique par rapport au livre papier, en effet, pour soit, disent-ils, ne pas dévaloriser trop l'œuvre de l'auteur, soit protéger les ventes du livre papier. Donc c'est un combat de tous les jours. Je vais dire tout à l'heure, parce que les invités du festival, c'est Marie-Jane Davidson, que je publie chez Milady, je vais lui expliquer pourquoi elle n'est pas publiée en numérique en France, parce que son agent le refuse. Voilà. Et là, je pense que les bras vont lui en tomber et va dire mais quel agent aujourd'hui peut refuser, un agent américain, peut refuser que. Voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Bon. Donc, oui, la politique de prix est très très importante. Elle est. Alors, comparer les prix français et anglais sur le livre papier, c'est une autre question. C'est lié à l'importance du marché, c'est lié à la production, c'est lié à des pratiques, c'est lié aussi au prix, au problème de la loi sur le prix unique du livre en France, c'est-à-dire que les Anglais ne l'ont pas. Donc les Anglais sont obligés de faire avec des libraires et des distributeurs, diffuseurs, etc., qui peuvent discounter le livre d'une façon, sauvage qu'il est contraint. C'est-à-dire qu'un éditeur anglais peut dire, voilà, je mets mon bouquin à 14 livres, et Amazon va dire moi je le mets en vente, très bien, mais moi je vais le vendre 7 livres. Et si l'éditeur dit non ça marche pas, Amazon dit tu te le gardes. Et moi je suis majoritaire sur le marché, tu peux pas te passer. Pareil avec Tesco qui est une grande ligne, hypermarché. C'est intéressant, je crois qu'il y a un Harry Potter, je ne sais plus lequel, sur lequel personne n'a gagné d'argent en Angleterre. Parce qu'il a été tellement discounté que finalement voilà. Alors que Harry Potter, on pouvait le vendre 3 fois plus cher, les gens le rachetaient. Et du coup, avec des trucs marrants, marrants non plutôt, c'est qu'il y a des libraires indépendants anglais qui allaient acheter des exemplaires d'Harry Potter chez Tesco,
hein, et qui les ramenaient chez eux et qui les revendaient parce que du coup, ils faisaient plus de profit que s'ils le commandaient directement auprès de l'éditeur. Bon. Et ça, c'est le problème c'est le problème de l'absence d'encadrement sur le prix du livre. La loi sur le prix du livre en France pose d'autres problèmes. Mais pour l'instant, et d'ailleurs c'est intéressant à savoir aussi, sur le livre numérique, il y a une extension de la loi sur le prix du livre qui est tout simplement le fait que l'éditeur choisit son prix et c'est le même prix pour toutes les plateformes de vente. Et ça c'est hyper important parce qu'encore une fois, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Ceci dit, faire l'avocat du diable, c'est ça aussi qui permet de développer un marché beaucoup plus vite que l'autre. Parce que du coup, c'est beaucoup plus facile de décider avec, par exemple, Apple, de faire une opération commerciale avec un prix plus bas pendant une semaine, mais je suis obligé de le faire avec Amazon. Et donc Apple va pouvoir me dire, bah alors quel est mon intérêt, moi, comment est-ce que j'attire une clientèle supplémentaire? Je n'ai pas le droit de le faire. Donc voilà, le prix numérique du livre est d'une importance cruciale pour développer le marché, mais a affaire à tout un ensemble de paramètres. Je suis évidemment complètement d'accord avec ce qu'a dit Jérôme, avec une nuance près, c'est que très bien qu'il continue, oui, mais on est toujours dans un dilemme, c'est que d'un autre côté, on est content d'être privilégié, nous, grâce au choix qu'on a fait, commercialement. D'un autre côté, si on veut vraiment que ce marché se développe, bah, on ne va pas le faire tout seul, quoi. Et donc, évidemment, on a besoin de tous les autres acteurs pour que la masse de l'offre est aussi une clé. C'est-à-dire que les Américains m'ont dit tout de suite, on ne vend pas de livres numériques quand on offre 50 bouquins. On vend du livre numérique quand il y en a 3000, 5000. C'est une évidence, sur l'ensemble du marché. Donc il faut que tout le monde en fasse beaucoup et numérise rapidement et propose des inédits, etc., etc. Donc pour ça, évidemment, on a besoin d'être tous ensemble. Et Philippe le sait, on va continuer à en parler, c'est aussi pour ça que nous, chez Brajlon, on propose de la diffusion numérique. C'est-à-dire qu'on a créé une structure qui s'appelle Identest, qui propose d'être diffuseur d'autres éditeurs, et qui leur dit, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas les moyens de vous diffuser en numérique. Nous, on a fait tout ce boulot-là. On vous prend dans notre on vous propose d'avoir votre catalogue en diffusion. C'est pas Brajlon, hein, c'est Griffe d'encre, c'est Rivière Blanche, etc. De façon à favoriser les éditeurs indépendants dans le développement de l'offre numérique. Moi, j'aurais une question, donc, puisque Brajlon, il paraît qu'il y a quelques années, il n'était que dans la traduction et peu dans la mise en place de nouveaux auteurs. Est-ce que grâce au livre numérique, on aura plus de place pour les nouveaux auteurs? En fait, c'est une question qui dépasse largement Brajlon, qui est, encore une fois, l'initiative, pour l'instant quasi exclusivement américaine, de l'autopublication sur Internet, encadrée, c'est-à-dire, et j'ai quelques exemples, hein, le mois prochain, je publie en français une auteure qui s'appelle Amanda Hawking, qui a écrit un roman de romance vampirique pour les ados qui s'appelle De mon sang. Amanda Hawking, elle a mis son texte directement, elle s'est auto-publiée sur Amazon à 0,99 et elle a vendu 1 million d'exemplaires. Ce qui est très intéressant à savoir là-dessus, c'est qu'elle a vendu 1 million d'exemplaires parce que les gens ont adoré son bouquin, mais aussi parce qu'elle a super bossé avec tous les blogs, c'est-à-dire qu'elle s'est fait connaître dans la blogosphère, etc. Donc elle a elle-même emporté le morceau avec un système de recommandation qui en plus disait c'est vachement bien et ça va vous coûter 99 centimes ou 99 cents, c'est rien du tout, vous n'hésiterez pas. Et donc l'autopublication est évidemment une façon d'avoir accès, ou en tout cas à l'auteur, de mettre son texte à disposition d'un public qui est virtuellement gigantesque, hein, parce que c'est Internet, mais qui en même temps Philippe y a fait allusion tout à l'heure, c'était très juste, vendre un livre numérique, c'est une sacrée affaire. C'est aussi le débat qu'on a souvent avec les auteurs qui disent je peux faire mon EPUB moi-même dans ma cuisine et le mettre sur Internet. Ouais, super. Et alors? C'est-à-dire que tu peux aussi imprimer ton bouquin toi-même dans une boutique de photocopieuse et le poser dans une librairie. Et à ce moment-là, il faut des commerciaux, il faut de la pub, il faut de la promo, il faut de la mise en avant, il faut un cadre de cours, il faut toutes les opérations commerciales qu'un éditeur a pour mission de mettre à disposition de l'auteur pour servir son livre. Donc l'autopublication sur du livre numérique, elle a affaire à tous ces problèmes. C'était pas ma question, hein, l'autopublication. Oui, j'ai compris, mais c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus important que ce que Brajlon fait ou va faire dans ce domaine. La réponse est que oui, bien sûr, c'est qu'à Épinal, ici, l'année dernière, j'ai signé les premiers contrats avec des auteurs en disant je trouve que votre texte est vachement bien, comme Jérôme le disait tout à l'heure, mais par exemple, c'est une novella qui fait 120 pages, même si je trouve que ce bouquin est un chef-d'œuvre,
je peux pas le sortir, je vais le mettre à 3 €, personne ne va le voir, enfin, c'est impossible. Par contre, je peux le faire en format numérique. J'ai un exemple très précis. Cécile Duquesne, une jeune auteure absolument admirable. Cécile a une série qui commence avec un bouquin qui s'appelle Quadruple assassinat dans la rue de la mort. Et l'édition papier de ce texte est publiée par les éditions Voyelles. Et moi, je vais publier la version numérique. Donc j'ai les droits du numérique. Je lui ai laissé les droits papier en lui disant moi je ne le ferai pas, un autre éditeur peut le faire. Par contre, quand on aurait écrit 3 dans la série, moi je veux les droits omnibus. Moi je peux publier la version avec les 3 textes. Donc on peut tout à fait trouver plein de dispositions comme ça, de façon, en effet, à pouvoir dire à un auteur, aujourd'hui, enfin moi ou n'importe qui d'autre, mais l'éditeur va dire c'est vachement bien, mais je ne peux pas faire ton bouquin pour 1000 raisons. Par contre, ben écoute, on peut le faire en numérique et voir ce que ça donne. Donc sans aller nécessairement jusqu'aux 99 centimes, en effet, bon. Mais je crois, j'insiste là-dessus, tout comme l'édition à compte d'auteur ou à compte à demi et toutes ces conneries qui sont des arnaques, il faut quand même que les auteurs n'oublient pas que l'éditeur, c'est pas une imprimante, et que quand il s'engage pour un ouvrage, il engage le travail de 3, 4, 50 personnes chez lui, et que donc il y met les moyens, et qu'il met les moyens pour que le livre soit visible, soit disponible dans le plus de points de vente possible, et se vende le mieux possible. Et donc ça, c'est quand même très différent de ce qu'on peut faire soi-même en s'autopubliant sur Internet, pour prendre ce... Moi, je ne crois pas qu'un éditeur publie du numérique, publie du numérique. Parce que s'il publie un livre, que ce soit papier ou numérique, c'est parce qu'il croit dans ce livre, qu'il a travaillé avec l'auteur et tout. Je ne pense pas que le numérique fasse exploser les ventes le nombre de publications chez un éditeur. Je veux dire qu'on publie un livre, que ce soit papier ou numérique, c'est parce qu'on l'a aimé, parce qu'on y croit, parce qu'on veut que... Oui, en fait, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de travail. Il ne faut pas croire parce que le numérique... Sur un livre numérique et une sortie numérique comme une sortie papier, ça s'accompagne. Ça s'accompagne, voilà. Si c'est juste pour mettre le fichier et surtout pas en parler, ben, c'est un peu dommage. Et ben, même avant ça, je précise aussi ça parce que c'était hyper intéressant, c'est ça le débat tout de suite que j'ai eu avec les auteurs. Allez, il y a un an que j'ai approché en disant j'aime bien ton texte, je ne peux pas le faire en papier, je te propose de le faire seulement en numérique. Et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'ils m'ont dit mais en gros tu me dis que c'est assez bon pour le numérique mais pas assez bon pour le papier. Et c'était très juste. Et alors il y a des contraintes de taille, etc., de longueur de texte, de format si vous voulez, mais ultimement la question c'était vous voulez pas me le faire travailler pour qu'il soit assez bon dans un an pour être publié en papier? Ou est-ce que finalement vous pensez pas que ça en vaille le coup, auquel cas même le numérique ça vaut pas le coup? Donc la valeur, la qualité, la dignité du texte, que ce soit, enfin, la question du numérique vient agiter ces questions-là. Et avant même qu'il y ait en effet la question de la mise en vente, etc., ou de la production papier ou numérique, il y a la question du travail de l'éditeur. Et je me suis dit à ce moment-là, il serait faux, je vais citer Marion Mazori qui disait ça à Nantes il y a 1 an ou 2, c'était très juste, elle disait « le temps humain, ça coûte beaucoup plus cher que le papier ». C'est-à-dire que de me dire, ce bouquin est sympa, mais ça vaudrait pas le coup de le publier en papier, trop compliqué, tirage trop important, tout ça, trop cher, mais je peux travailler avec l'auteur et ensuite on va le publier en numérique à 1 €. Oui, sauf que le temps que je vais passer dessus, en fait, j'ai une direction financière qui va me dire, Stéphane, c'est pas possible, ça nous a coûté. Le temps que tu as passé là-dessus, ça nous a coûté beaucoup trop cher. Et pendant ce temps-là, tu aurais dû faire autre chose. Donc c'est pas une réflexion littéraire, c'est une question de paramétrage du travail éditorial et de l'investissement éditorial. Le numérique ne rend pas un auteur rentable. Il y a des exemples. On dirait un sujet de débat. L'exception qui confirme la règle. Ça dépend du nombre de ventes. Oui. Aujourd'hui, étant donné le marché qu'on a, non. Mais vous n'êtes pas des philanthropes. Pas complètement. Un petit peu. Non. Non, on n'est pas des philanthropes, mais nous faisons, comme nous sommes dans une industrie culturelle et artistique, nous faisons des choix qui ne sont pas nécessairement liés au profit ou à la rentabilité. Mais en effet, rentabiliser un auteur avec le numérique, je pense que c'est pas impossible, mais encore une fois, ça dépend de tout ça. C'est-à-dire que si le texte est nickel, si on n'a rien à investir dessus, s'il s'agit juste de le corriger, de faire un EPUB, et qu'on en vend 800 en numérique, si, je pense que c'est tout à fait possible. Mais encore, c'est peut-être qu'on est un peu tôt dans l'histoire. Évidemment, on est très très tôt dans l'histoire, mais aussi il y a une autre question, c'est que l'auteur, là on parle du travail de l'éditeur parce qu'on est éditeur à la table, mais l'auteur pourrait dire, vous êtes gentil, vous liez la rentabilité du numérique au fait que vous n'avez pas eu beaucoup à investir d'argent et de temps dedans, mais vous êtes gentil, moi j'ai peut-être passé 10 ans dessus. Et à ce moment-là, la rentabilité de dire, bah écoutez, on est vachement content, on a vendu 1000 exemplaires à 1,99 €,
C'est une question qui commence à arriver, hein, notamment pour des auteurs qui ont 10, 15, 20 ou tout du moins toute une carrière littéraire. On a des discussions avec des gens qui disent ok pour ce texte-là, mais moi je dois gérer, entre guillemets, mes 15, 20, 30 romans. Donc je me pose des questions sur comment je fais en numérique, ce que je fais tout seul, ce que je passe par un éditeur, ce que je passe par vous, ce que je passe par d'autres, etc. Donc voilà, il y a une gestion et les auteurs, c'est normal, ils en attendent aussi des choses. L'édition numérique, c'est aussi où les auteurs qui vont avoir beaucoup à travailler, à réfléchir dessus. Écoutez, on va s'arrêter là, mais par contre, j'imagine que c'est un sujet qui va revenir régulièrement un peu. On verra comment ça va évoluer tout ça. Bien sûr, si vous avez d'autres questions ou d'autres sujets à approfondir, je vous invite évidemment à retrouver nos invités tout au long de ces imaginales jusqu'à dimanche sous la vue du livre au bar. Je me disais tout à l'heure en écoutant Stéphane, voilà, que peut-être, ou en écoutant Philippe, que peut-être l'évolution de la bulle du livre, ce sera que le bar va prendre la place de la librairie en taille et Plus de ça, voilà, ça va finir comme ça. Oui, hein. Merci Merci beaucoup à tous en tout cas et merci de votre participation.